câble, puis la TNT, c'est-à-dire une ouverture des frontières, qui est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, il fallait tourner sur le bouton de la radio pour choper les ondes courtes, aller écouter les Russes, par exemple. Là, où, voilà. Tout était, les frontières marquaient une limite aussi à la circulation de l'information, sauf à éventuellement trouver quelques grands titres. On a trouvé, je sais pas, l'Aram ou un titre, voilà, on trouvait quelques grands titres de la presse internationale quand on allait dans un kiosque un peu important dans le centre de Paris, mais pour l'audiovisuel, ça s'arrêtait à la frontière. Et donc, c'est une déstabilisation du système de l'information, ça a entraîné une déstabilisation politique aussi, parce que vous avez beaucoup de dictatures qui se sont évertuées pendant des années à contrôler l'information. Et puis, voilà. Et ça déstabilise aussi la démocratie qui a besoin du pluralisme de l'information pour vivre. Voilà. Donc c'est vraiment un phénomène intéressant qui nous dépasse un peu, qui nous interpelle tous, citoyens. Et qui dépasse nos frontières aussi. Voilà, et qui du coup doit être pris à bras-le-corps très tôt. Enfin, c'est un sujet, on va plus forcément être amené seulement à parler de l'actualité, mais aussi à la façon dont on s'informe et dont l'information est produite, circule, est partagée, relayée, etc. avec les élèves. C'est un gros travail. Je voulais profiter du fait qu'on a quand même pas mal de jeunes ici ce soir pour effectivement, parce qu'on a encore l'un par l'autre, j'aimerais bien justement qu'ils nous disent, eux, comment est-ce qu'ils s'informent. Justement, là, on vient de dire, il y a des statistiques. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai ou vous vous retrouvez dedans? Des jeunes, il y a un peu des jeunes ici devant. Voilà, j'aimerais bien, moi, les entendre là-dessus. Il y en a un qui se lance, qui me dit comment est-ce qu'il va chercher l'information. Il ne doit pas du tout la chercher. Moi, pour chercher des informations, je vais sur Internet, les réseaux sociaux, ou à la télé. Et quels réseaux sociaux et quelle télé? BFM TV. Et le réseau social, la plupart du temps, sur Snapchat. Mais il y a des informations qui parviennent jusqu'à Snapchat. Sur Snapchat, est-ce que tu vas dans Discover? Ouais, parfois. Et tu suis quelle marque médiale dans Discover? En fait, je sais pas, je regarde ce qui m'intéresse. D'accord. D'autres propositions? Faites tous la même chose. Non, Est-ce que quelqu'un le fait différemment? On parle pas ensemble. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Ah ben voilà, c'est une très bonne réponse. Et pourquoi? C'est des... Parce que j'aime pas. Et donc dans ce cas-là, tu dis quoi alors? Moi, je dis rien. Ça, c'est parce que t'as pas la possibilité d'accéder à ça, ou c'est parce que ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. D'accord. Oh, c'est un choix. Moi, je te dire qu'en tant que retraitée, je suis un peu larguée dans tout ça. Il y a plein de mots que je ne connais pas. Et puis, je reçois des tas de mails qui sont sûrement des fake news que je renvoie à d'autres. Et non, c'est bon. D'accord. Et quels sont les mots, par exemple, que vous ne comprenez pas là, enfin, qui vous échappent, les notions dont on vient de parler? Graphie. D'accord. Donc c'est un site internet. BFM TV, j'y vais pas non plus. Et vous vous informez comment, madame Nico? Je regarde la télé, les informations. Le 20h de TF1 ou de France 2 C'est pas dit qu'il n'y ait pas de fake news, j'en sais rien. Alors, en tout cas, les mails, alors là, il y en a à la fois. Et quel type de mail comme là, vous venez de dire, là, tout ça, des trucs qui sont faux, vraiment. Emmanuel Macron a un compte aux Bahamas, Oui, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et qui vous proviennent d'où? D'amis à vous? Oui, voilà. D'accord. Est-ce que, Sébastien, est-ce que les chaînes de mail, c'est encore un moyen de propagande utilisé? Apparemment oui. En fait,
En fait, Merci, pour les madame. jeunes, mais je sais pas. en Moi, fait, ce qui est encore, enfin, c'est pas forcément, l'info va pas forcément partir du mail. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué, c'est qu'en fait, les gens vont voir un truc justement sur un réseau social et vont le copier-coller et envoyer un mail. C'est pour ça que ça va fonctionner en fait. C'est parce que l'utilisateur qui vous envoie ça, il vous connaît. C'est pour ça que c'est la manière de propagation, elle est exactement comme des attaques en fait. C'est exactement la même chose. Vous allez plus facilement ouvrir une pièce jointe Les attaques de virus. De virus, ouais. Vous allez plus souvent ouvrir une pièce jointe dans laquelle il y a un virus quand la personne qui vous a envoyé le mail, vous la connaissez en fait. Et il y a eu des attaques très connues, notamment à Bercy en 2014. Les gens ouvraient les mails parce qu'ils pensaient que c'était leur collègue à côté qui leur avait envoyé les mails, alors que pas du tout. Et donc là, dans votre cas, c'est exactement pareil en fait. Sauf que là, c'est de la news. Pas forcément vrai. Souvent, c'est grossier en plus. Par mail, c'est très grossier. Enfin, c'est un peu comme les... Vous confirmez, madame? Grossier dans le sens, c'est mal fait? Grossier, c'est mal fait, ouais. C'est pas un jeu. C'est mal écrit, il y a des fautes, il manque des mots. Après, c'est variable. Mais par exemple, tout ce qui va être phishing et trucs comme ça, souvent c'est mal fait. Alors phishing, c'est faux. Vous avez l'impression que c'est EDF qui vous écrit, alors que c'est pas du tout EDF ou ce genre de choses. Mais ouais, le mail. Et pour vous réclamer vos coordonnées bancaires. Le but c'est ça en fait. Il ne faut jamais répondre. non, ça je sais. Mais pour revenir le problème effectivement c'est que quand c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous envoie l'info, et souvent on va pas demander à la personne en plus. C'est là où on est un peu bête, c'est que la personne on la connaît, mais on pourrait lui demander mais pourquoi tu m'envoies ça? Ben, elle n'en sait rien non plus. Bah ouais, mais C'est l'effet de la chaîne. Elle pense que c'est vrai aussi. Bah oui, mais justement c'est intéressant. Mais en posant la question au moins, cognitivement, les gens la prochaine fois ils vont se poser la question. Est-ce que ce que je vais diffuser, c'est quelque chose de vrai ou pas en fait? Parce que si tout le monde reste mutique en fait, ne se parle pas, c'est pour ça que ça marche. Hein. C'est du bruit finalement. C'est le rapport signal sur bruit en fait. En fait, c'est ma fille qui est plus jeune qui me dit mais c'est faux, mais qu'est-ce que t'envoies ça, arrête, voilà, c'est comme ça que j'ai vu sur l'ordinateur. En fait, il y a quand même une question à se poser. Enfin, dans la vraie vie, si on me raconte quelque chose qui est faux, je me dis c'est pas possible. Sur ma voisine, sur mon... Non, c'est sur la politique. Ou sur de la politique, etc. Je vais peut-être hésiter à 2 fois à le répéter. Là, c'est écrit, c'est dans une chaîne de mail, on ne sait pas très bien, etc. C'est pas un carnet, si vous voulez. Pourtant, c'est un carnet parce que ça vous a envoyé par des gens que vous connaissez. Donc, ça ne mange pas de pain que de cliquer et d'envoyer. C'est comme ça ne mange pas de pain de liker, de partager via les réseaux sociaux. Et pourtant, si je partage, je contribue à la diffusion. J'engage aussi ma responsabilité en fait. Donc je pense que c'est un élément sur lequel vous insistez en classe beaucoup sur la production d'informations. Enfin, ça devient compliqué parce que par exemple, il nous est arrivé moi j'ai eu des échanges avec des jeunes, les plus jeunes, notamment scolarisés en école élémentaire, qui sont déjà très présents sur les réseaux sociaux, enfin usagers des réseaux sociaux, sur la question du like. Vous savez, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a plein de petites propositions pour réagir. Soit vous partagez sur un mail, soit vous indiquez un cœur, un pouce, que sais-je. Vous cliquez sur un bouton pour dire que vous appréciez cette information. Non, mais sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est proposé. Donc il y a beaucoup d'enfants qui... en fait, c'est fait de telle façon que ça vous invite de toute façon à réagir. Soit ça vous choque, et vous avez envie de réagir, soit ça vous plaît, et vous avez envie de réagir, soit peut-être que ça vous indiffère, le contenu, je parle du contenu, vous indiffère, mais vous voulez quand même vous adresser à la personne qui vous l'envoie. Enfin, tout ça suscite des réactions. Et du coup, vous avez des enfants qui expliquent, je like parce que ça m'a pas plu, parce que j'ai trouvé l'image choquante. Et il n'utilisera pas le terme de like, c'est qu'il réagit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc,
Voilà, bon, c'est compliqué, quoi. En fait, moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est qu'au final, il y a quand même un problème, c'est que ce sont des services numériques, toutes ces applications qu'on appelle les réseaux sociaux, qui entrent, on l'a répété, dans une logique économique, qui a priori sont gratuits, mais on sait bien que ce n'est pas gratuit, car ça se nourrissent justement de données qui permettent après de développer des publicités ciblées, hein, mais qui conditionnent aussi fortement. Et donc, il serait intéressant de réfléchir avec les plus jeunes et collectivement à cet aspect-là. C'est-à-dire quand ça nous conditionne, il faut peut-être essayer de retrouver un peu de liberté de choix. Hein, et voilà. Je m'excuse, vous avez utilisé un terme like, et pour moi c'est un peu ambigu, c'est de l'anglais et c'est peut-être du franglais. Qu'est-ce que vous entendez par like? C'est le pouce levé sur Facebook. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur Facebook. Non, ces trucs-là. Alors, c'est le pouce levé. Par exemple, Le Monde, vous pouvez mettre un pouce levé si l'article vous a plu. Mais le problème derrière ça, c'est qu'en fait, ça va comptabiliser. Oui, il y a quelque chose qui est comptabilisé. Et derrière, on arrive à créer des grands profils, en fait. Au bout d'un moment, on sait si vous êtes de droite, de gauche, en fonction de si vous likez. Après, toutes ces micro-interactions... Ils sont très dangereux. Ils savent dresser votre profil intellectuel ou commercial, mais c'est incroyable. C'est lui parce qu'ils le vendent. Il faut pouvoir cibler. Bien sûr. En fait derrière, ça va permettre de pouvoir créer du contenu. Twitter, par exemple, il vous permet, si vous voulez sponsoriser un tweet, vous pouvez aller jusqu'à fixer au niveau des personnes quel est le salaire que ces personnes gagnent pour que ça soit vraiment ciblé. Soit vous allez taper les gens qui ont beaucoup d'argent, pas d'argent, et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir cibler vraiment la catégorie socio-professionnelle en fonction de comment vous voulez diffuser l'information. Truc tout bête, vous êtes vendeur de voitures de luxe, vous n'allez pas vous adresser à des gens qui gagnent le SMIC. Donc, et ces informations-là, ils les collectent, et comme ça, ça leur permet de... L'extrême droite, si elle veut que son discours marche, elle va diffuser certaines choses à certains pans de la population. Là, c'est exactement. Et comme Twitter permet de le faire, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas les gens, mais Twitter le sait, lui. Et quand on fait clic sur la pub, en fonction des critères qu'on a choisis à qui on va l'envoyer, les gens, ils vont la recevoir, automatiquement. Alors, toutes ces micro-interactions, le pouce levé, par exemple, au début de Facebook, il y avait un like et il y avait un dislike. Et puis c'était plutôt négatif le dislike. Donc maintenant il y a quelques temps ils ont mis du coup, il y a toujours le like, mais il y a aussi ce qu'on appelle des emojis, des emoticons, avec du coup des humeurs. Donc vous pouvez mettre une humeur négative, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Et ces interactions, par exemple sur les likes et les dislikes, ça a une certaine valeur, parce qu'en fait, comme on le disait, un like c'est vite fait, c'est un petit clic. Par contre, vous pouvez partager un contenu. Et donc ce contenu que vous allez partager va avoir une autre valeur, elle est beaucoup plus engageante. Donc l'algorithme de Facebook va pouvoir doser ça en disant ça ok, ça vaut un like, ça s'interprète comme ça, un partage qu'on commente, ça vaut autre chose. Et c'est la même chose sur Twitter. Entre un simple mise en favori, donc forme de like, un retweet ou un retweet dans lequel une citation qui va du coup faire un tweet, ce que quelqu'un a fait en tweet et le reposter soi-même, ça a des valeurs tout ça différentes en fait là-dessus. Je voulais revenir sur le côté quand on raconte quelque chose à quelqu'un et finalement dans la vraie vie on s'interroge avant de se dire est-ce que je remets cette information-là, est-ce que je véhicule cette information-là ou est-ce que finalement peut-être que non. On a eu l'occasion d'en parler sur la préparation, c'est qu'on parlait du média de l'audio et de la radio, et du fait que la radio aujourd'hui est le média auquel les Français accordent le plus confiance par rapport notamment à la presse. Et en fait, on se disait que finalement, une des particularités, c'est que l'information passe par la voix et la personne qui l'incarne en fait. Et du coup, dire quelque chose dans sa voix, donner une information dont on n'est pas sûr, ça nous engage personnellement. Et peut-être que c'est aussi un filtre, en fait, finalement, qui existe beaucoup moins quand on prend une dépêche, on la copie, ou on retweet une information. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui, justement, quand on remet ça... Ouais. Je crois qu'on en avait parlé aussi pendant la préparation. Les gens nous disent souvent, mais est-ce que les gens continuent de croire en vos articles?
parce qu'il les partage encore et tout. Mais le but, en fait, nous, on n'est pas là dans l'optique de vouloir piéger les gens. Sinon, le site, il aurait fait 1 an et pas plus. En fait, il faut réussir à surprendre les gens qui nous suivent depuis 6 ans que les gens qui nous suivent depuis hier. Et parfois, vous avez des articles qui vont devenir viraux, qui vont être diffusés massivement, et ça ne veut pas pour autant dire que les gens ont vraiment cru à cette histoire. C'est juste que ça les a fait marrer, ça les a fait réagir. Et on a eu l'article, par exemple, c'était à l'époque de Roland Garros, et c'était Roland Garros, des archéologues découvrent les traces prouvant que des Français sont allés un jour jusqu'en finale. Et on avait fait un photomontage avec des archéologues sur le cours central de Roland Garros, une raquette enterrée dans la terre, un crâne qui dépasse, un sac Adidas, et l'article était vraiment écrit comme si c'était une découverte archéologique majeure et tout. Je crois qu'il y avait même l'INRAP, qui est l'Institut National de Recherche Archéologique, avait retweeté l'article en disant « Ah, c'était bien écrit parce qu'on a utilisé les bons termes qui correspondaient à la chose ». Et voilà, et l'article avait beaucoup marché, il y a eu un gros succès, mais je ne pense pas que les gens ont vraiment cru qu'on avait découvert les restes de Yannick Noah enterrés sur le cours central. Et c'est juste l'image que ça a provoqué dans leur tête. C'est l'image et quand même aussi ce travail du Gorafi sur le titre, avec... alors pardon, parce que je voulais poser une autre question à Karim, du coup vous me faites partir sur autre chose, mais qui est quand même super important pour reparler de viralité. Vous travaillez vos titres pour qu'ils deviennent viraux. 90% du travail, c'est le titre. Il faut que le titre il devienne viral, c'est 90% de la base. Et ce qui correspond bien à cette tendance qu'ont les gens de partager un article en ne lisant que le titre sans lire le contenu de l'article. Oui et non. Parce que ça aussi, on nous a dit souvent, mais on ne lit pas vos articles qui ne sont pas lus, parfois juste les articles, pas sur Facebook ou Twitter. Mais dans ce cas-là, comment on explique qu'on fait 1 million de visites en une journée le lendemain de la présidentielle? Comment on explique que sur 2 jours, on fait 2,5 millions, que sur 1 mois, on a fait 4 millions de visites au mois de mars et avril? Les sites internet, ils sont jaloux de ce genre de chiffres. Je crois qu'on dépasse un peu des sites de journaux professionnels. Les gens lisent, ils partagent massivement, parce que c'est le but aussi, pour que l'information séduise, mais on a aussi des gens qui viennent lire, et très souvent, quand on relit les commentaires, ce que je vous déconseille de faire, ne lisez pas les commentaires sur Internet, quand on lit quand même les commentaires sous les articles, on voit que quelqu'un est allé, a retenu une phrase de l'article, il l'a mis entre parenthèses, et c'est le passage qui l'a fait rire et tout. Et donc ça montre que nos lecteurs lisent les articles parfois jusqu'au bout, et des fois ils isolent tel passage. D'autant qu'il y a des petits cadeaux pour ces lecteurs qui iraient jusqu'au bout et de lire les articles. On avait fait un article, c'était à l'époque des Panama, non pas des Panama Papers, c'était à l'époque où vous aviez un député de la République en marche qui disait que les chômeurs avec leur allocation partaient aux Bahamas. Et nous on avait fait un article, c'était les riches habitants des Bahamas gênés par les nombreux chômeurs qui viennent avec leur allocation. Et dans l'article, on cite une avocate fiscaliste qui n'existe pas, mais qui se présente comme l'avocate fiscaliste du Gorafi, et on rajoute grâce à qui le Gorafi a pu épargner plusieurs millions de dollars que nous avons placés aux Bahamas. Et en fait, on met cette phrase entre crochets et on rajoute, ça c'est pas très bien, à supprimer au moment de la publication. Comme si quelqu'un avait relu l'article et avait oublié, avait rajouté la correction, mais avait oublié de l'enlever au moment de la publication. Et les gens ont vu ce petit passage, et ça les a fait marrer parce qu'ils ne s'y attendaient pas, et ça fait vraiment la petite blague pour la personne qui va vraiment lire au fond, jusqu'au bout, tous les paragraphes. D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, pendant longtemps, en fait, les médias, notamment sur leur support numérique, étaient énormément intéressés par la donnée, c'était vraiment le visiteur unique et donc un clic. Mais on ne rentrait pas jusqu'à des indices, qui est par exemple le temps de lecture d'un article. Et ça, c'est en train de changer. Et finalement, c'est les publicitaires qui ont compris ça, parce qu'ils ont compris qu'en fait, ça ne suffisait pas, qu'il fallait pouvoir qualifier l'engagement d'un lecteur vers un article. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment en train de changer aujourd'hui. Voilà, il faut qualifier ça. D'ailleurs, dans l'audio aussi, aujourd'hui, il y a des tours notamment du podcast. On dit un podcast, c'est un son téléchargé. Un son téléchargé n'est pas un son écouté. Et donc, il y a cette prise de conscience, du coup, qui permettra, du coup, aussi d'imaginer plein de choses, d'imaginer pas des formes de notation, mais en tout cas de se dire, voilà, il y a des médias qui engagent plus, les contenus sont lus aussi, donc c'est intéressant de suivre cette tendance. Et à l'opposé, on parlait du ciblage publicitaire,
Et le ciblage publicitaire que vous avez aujourd'hui quand vous êtes sur les réseaux sociaux et sur Facebook, principalement, c'est de la publicité pour vous faire acheter des produits. Et vous avez sans doute déjà fait cette expérience, vous allez un jour sur un site pour essayer d'acheter quelque chose, un objet précis, et puis 2 jours après vous êtes sur un autre site et vous revoyez cette publicité, c'est ce qu'on appelle le retargeting. En fait, le retargeting aujourd'hui, il est surtout appliqué à du commerce, mais en fait il peut aussi être appliqué à du contenu. Et là il y a une vigilance effectivement à avoir aussi là-dessus, parce que c'est aussi une forme de ciblage qui peut vous suivre dans vos visites sur n'importe quel site internet, demain vers n'importe quel support numérique en fait. Et pour l'histoire du sponsoring, le RT Sputnik a toujours les 2 fameuses chaînes russes. Que eux, il y a écrit à chaque fois sponsorisé, c'est-à-dire qu'ils paient. J'ai remarqué aussi. À ma connaissance, c'est les seuls organes de presse qui font ça. Sur Facebook, il y a quand même beaucoup. Non, c'est pas les seuls organes de presse parce que BFM le fait aussi, sponsorise. Dans le monde, vous avez France Télé, j'en vois quelques-uns. Mais le public rédactionnel existe depuis toujours. Dans la presse écrite, le public rédactionnel existe. Il est toujours affiché comme ça. Il est souvent d'ailleurs mis à des emplacements. Mais en fait, il a toujours existé. Mais là, du coup, avec le numérique, on mélange un petit peu. Les frontières sont encore plus brouillées. Ouais. Je voulais vous demander. Après, j'ajouterais que ça fait partie aussi des objets travaillés en classe et dans ce contexte numérique, apprendre à discerner les contenus informationnels des contenus publicitaires. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils se ressemblent, ils ne sont pas toujours signalés comme publicité. Et je sais que dans un certain nombre de rédactions, les journalistes bagarrent pour que ça apparaisse de façon très claire, parce que ça nuit aussi à leur contenu. Enfin, voilà, donc c'est une préoccupation majeure. Et partagée. Un dernier truc, c'est là, c'est quand c'est des médias qui sont bien séparés, on va dire, rédaction et le commercial. Mais aujourd'hui, il y a aussi le phénomène du brand content, c'est-à-dire la marque, n'importe quelle marque devient sa marque média et devient producteur de contenu. Et il y a encore cette donnée supplémentaire qui est pas forcément et qui produit du coup des contenus qui n'ont rien à voir parfois avec du coup une approche complètement publicitaire. Donc c'est encore un autre mélange. Non, rien à voir avec l'éthique journalistique. Oui. Et les sites à la BuzzFeed et autres qui en plus vont rendre viral de l'info qui n'aurait pas forcément eu lieu d'être parce qu'eux vont vivre financièrement de ça en fait. Du clic. BuzzFeed, c'est un site internet américain donc il y a des déclinaisons, en tout cas une française, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi dans le monde, et qui mêle, en même temps, en tout cas pour BuzzFeed France, il y a en même temps une rédaction véritable avec des journalistes professionnels qui sortent des infos, qui sortent des scoops. Il y en a eu certains sortis par BuzzFeed France. Et puis, sont les spécialistes d'articles que vous avez sûrement déjà vu passer, les 17 meilleures façons de quitter son petit ami. Enfin bon, j'invente en parlant, pardon, mais je ne suis pas très... en français, il y a Topichou, il y a le tribunal du net, enfin voilà, tous ces sites qui en fait vivent du contenu qui n'est pas à eux, et qui essayent de le rendre viral parce que derrière, ils vont pouvoir le monétiser avec les régies publiques. Est-ce que, Karine, je voulais que vous nous expliquiez aussi, par la conversation qu'on a eue et l'attention qu'on doit donner au choix de ses sources et de prendre soin de vérifier les informations, on se posait la question de faut-il exiger de tout citoyen, jeune ou moins jeune, d'être finalement l'égal d'un journaliste professionnel, dans sa pratique, dans sa façon de s'informer, de l'obliger ou de l'inciter à avoir des réflexes qui sont ceux d'un métier finalement. C'est pas nécessaire. Enfin, vous me disiez, oui, il y a aussi d'autres façons de faire émerger la bonne information. Et je voulais que vous nous parliez de votre projet de curation et expliquer ce qu'est la curation, parce que c'est quelque chose qui est important pour faire émerger justement des informations intéressantes. Alors, sur le volet, en fait, le citoyen versus le journaliste, en fait,
moi, ce que je retiens de l'échange qu'on a eu finalement ce dernier quart d'heure, c'est qu'on parlait d'éducation aux médias, mais c'est aussi l'éducation au numérique, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, ça change tout, le numérique. Et du coup, avoir ces codes et savoir c'est quoi la différence entre un pourriel, un spam, un hoax ou une fake news, ne serait-ce que ça. Et qu'est-ce qu'on en fait quand ça nous touche dans notre boîte mail, etc. C'est déjà important. Le citoyen, c'est à un moment donné, c'est effectivement chaque position est personnelle. Est-ce que je suis dans un environnement qui est uniquement celui des réseaux sociaux? Est-ce que je fais l'effort aussi de payer? Est-ce que je fais l'effort de payer pour avoir accès à l'information? Parce qu'on est effectivement dans un moment où on pense que l'information est gratuite, mais l'information d'enquête, toute l'information en fait, elle a un coût. Elle est produite par des gens qui travaillent. Et les gens sont pas assez conscients de ça. Alors évidemment, on paie tous. Petit sondage du coup, Karine, qui achète, qui paye pour de l'information dans cette assemblée? Après, tout le monde paye sa redevance télé, sa redevance télé et radio d'ailleurs. Tout ce qui est faux. Pardon? On va où pour s'informer, savoir si c'est vrai ou faux? C'est la question de la confiance que vous accordez aux médias professionnels. Si on reprend finalement les événements du début d'année et le discours en fait de Macron autour justement des fake news et le fait que c'est vraiment un sujet de 2018 pour lui, justement ça interroge un petit peu comment les médias vont prendre ça à bras le corps, notamment les médias de l'audiovisuel public, parce qu'en réalité, on vous dit que vous ne payez pas pour l'information, enfin je pense que si vous payez votre redevance télé, radio, vous payez. Voilà, donc vous payez pour des médias de service public, en tout cas la radio et la télévision. Et donc d'ailleurs ce sont des acteurs qui réfléchissent à ça, notamment avec l'INA. Donc il y a des initiatives quand même qui existent, mais qui sont encore aujourd'hui à l'étape de recherche. L'INA par exemple a travaillé au moment des attentats sur essayer de remonter en fait comment s'est propagé finalement tout ce qui s'est, tous les événements liés donc à la soirée. Et de voir du coup comment les premières informations remontaient. Au départ, ils l'ont fait plutôt dans une optique de pouvoir regarder et observer comment se déroule finalement, dans le temps, dans un temps court, une information. Mais ça, couplé à par exemple justement plutôt de la technologie et d'identifier les sources, etc. Donc c'est des moyens qui vont être intéressants. Après, ça va s'incarner comment? Ça s'incarne aujourd'hui dans les décodeurs, etc. Comment l'audiovisuel public notamment le fera, sans être non plus vu comme justement un audiovisuel d'État, mais vraiment de service public. Et moi, pour avoir bossé 15 ans dans un service public, et pour avoir vu des services publics qui sont plutôt des services d'État audiovisuels dans d'autres pays, on a quand même un audiovisuel de service public et pas d'État. Il faut être conscient de ça, et du coup, le rapport en fait de confiance, il est hyper important à conserver. Et on voit qu'aujourd'hui, il est quand même vachement mis à mal. Alors s'il est mis à mal, mais en contrepartie, effectivement, c'est peut-être aussi à chacun de se dire qu'il a aussi sa place et une vigilance en tout cas à avoir par rapport à ça. Donc payer pour l'information, oui, c'est une chose. Être conscient, est-ce qu'un contenu sponsorisé, pas sponsorisé, c'est autre chose. Se dire je like ou je like pas, je partage ou je parle pas. Lire, ne serait-ce que lire avant de faire un like, ça fait partie quand même des choses un petit peu incontournables. Il y a aussi, on parlait de la source, mais la date est aussi très importante en fait, la date d'un article. D'ailleurs souvent les dates ne sont pas mises et c'est vraiment très dommageable, parce qu'en fait une information sortie de son contexte d'actualité, justement elle peut être reprise et elle peut être perçue complètement autrement. Donc faire attention en fait à la date d'un article, ça fait partie aussi finalement des points de vigilance. Sébastien. Oui, quand on parle de date de l'article, en fait souvent quand vous allez sur Le Monde, vous lisez un article et en dessous il vous met des publications suggérées que Le Monde a déjà publiées. Et plusieurs fois en fait, je me suis rendu compte que j'ai des amis à moi qui republiaient la mort d'Albert Jacquard, alors qu'il est mort il y a 2 ans. Et le malheureux est mort, je crois, 3 fois l'an dernier. Et chaque fois, les gens disaient non, mais c'était l'an dernier. Ah oui, mais bon, quand même, c'est triste. Bah oui, mais c'était il y a 2 ans. Et souvent, il y a ce genre de choses. Et j'en ai vu une là. Ça fait partie des fake news de nouveau devant comme un peu général. Les gens ne checkent pas la date. Mais l'exemple que j'ai vu encore là cette semaine, c'est un ami qui a partagé une déclaration de la secrétaire d'État au SDF qui disait
les SDF devraient dormir à l'intérieur et pas dehors en hiver, rentrer chez eux. C'est voilà. Une déclaration qui date de avril 2012, il y a près de 5 ans. Et j'ai un pote à moi qui l'a partagé aujourd'hui, enfin cette semaine, en disant ah mais non, il y en a qui feraient mieux de se taire. Et je dis mais c'est 2012, garçon, regarde la date. C'était voilà, c'était il y a longtemps. Et alors, le truc c'est voilà, et ça arrive constamment quoi.